Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mars, le mois des femmes. Le 8 mars de chaque année, l'heure est consacrée par la communauté internationale. Une dame est donc l'invitée du 41e numéro des Affaires de la Cité. Une femme d'affaires? Non, vous n'y êtes pas. Une femme politique doublée d'avocate? Vous avez vu juste cette fois-ci. Maître Aïssata Tall Sall, députée, maire de Podor et présidente du mouvement Oser l'avenir. Quelle est son ambition? Sera-t-elle candidate à l'élection présidentielle de 2019? Quel projet de société porte celle qui a osé faire un pari sur l'avenir? Osera-t-elle aller jusqu'au bout? Des questions incontournables et bien d'autres. L'AC lui donne l'opportunité d'y répondre. Bonsoir, maître, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Mamoudou, et ravi de répondre à votre invitation. Sous vos yeux et sous les yeux du public, les pores et traits de notre hôte du jour, un genre qu'affectionne Dieynaba Seydouba, avec la caméra complice de Khadim Cissé. Regardez. Être la fille d'Aïssata Tall Sall, ce n'est pas de tout repos. Du tout. Fatima Zahra Sall est la fille unique d'Aïssata Tall Sall. Les activités politiques et professionnelles de sa mère ont beaucoup influé sur sa personnalité, sur son éducation. Quand on a un parent qui fait de la politique, on est naturellement exposé. La deuxième, c'est que oui, les gens attendent beaucoup, parfois un peu trop de nous. Mais c'est toujours encourageant d'avoir un modèle, un parent comme modèle, que beaucoup de jeunes filles, de jeunes femmes et de personnes en général prennent comme modèle et comme référence. C'est encourageant et on est tout le temps très fiers. On a eu la chance, alhamdoulilah, d'avoir un foyer très équilibré où elle jonglait entre ses occupations et les enfants. Et pour le reste, on s'appuyait beaucoup même sur papa. Pour moi, c'est une maman, c'est ma mère et j'arrive à faire la différence entre ma maman, du personnage politique et de l'avocate. Pour moi, c'est une maman. Une maman de fer. Celle qu'on surnomme la lionne du Fouta porte bien son nom. Aïssata Tall Sall est, selon ses proches, une femme d'une sincérité désarmante. Elle est optimiste, indépendante. Si elle a un objectif dans la tête, elle fera tout pour l'atteindre. Une femme qui sait rebondir et tirer le positif du négatif. Alors ce n'est pas par hasard qu'Aïssata Tall Sall est sagittaire, étant donné qu'elle est née un certain 12 décembre. Issue d'une grande famille, la mairesse de Podor a su très jeune manager ses frères et sœurs en leur inculquant des valeurs. Elle pensait que nous, on devait être à son niveau, quoi, voilà. Étant déjà étudiante et puis bonne étudiante, elle ne pouvait pas admettre que ses frères et sœurs soient à la traîne, quoi. Donc c'était en quelque sorte notre maman, parce que maman n'a pas été à l'école, papa oui, mais elle jouait le rôle de maman, l'intello, quoi. À travers le quotidien, c'était vraiment une gestion rigoureuse domestique. À la maison, tout était rigoureux avec elle. Même quand il fallait sortir le linge, il y avait une heure à laquelle fallait pas le sortir, quoi. Sinon tu attendras la semaine prochaine. Donc genre quoi, elle te mettait tout de suite sur les rails et elle ne badinait pas sur certains principes. Donc très tôt, elle a été une femme de principe, une femme de rigueur et de responsabilité. Même à la fac, je l'ai dit tout à l'heure, elle remplaçait parfois papa sur certaines décisions. Donc nous on l'a connue comme ça. On ne l'a pas connue autrement. Cette rigueur d'Aïssata Tall Sall, relevée par son frère Amadou, ce n'est pas de la chimère. En politique ou dans son cabinet, elle montre son engagement et sa ténacité face à toute situation. Avec maître Aïssata Tall Sall, ça ne rigole pas quand il s'agit de travailler. Il faut simplement dire qu'elle est très rigoureuse au travail. C'est franchement une bête de travail. Elle est plus endurante que les hommes. Moi, j'ai jeté mon dévolu sur elle. Les gens me disent, mais écoutez, mais vous, pourquoi vous choisissez une dame pour faire votre formation avec elle? Je dis, ben, écoutez, je sens que c'est celle-là qui me donnera la formation que je cherche. Et je ne l'ai pas regretté. Quand je suis allé avec elle, elle m'a responsabilisé. Auprès d'elle, il y avait de la matière. J'apprenais bien, j'apprenais vite. Sur le plan du travail, franchement, elle est irréprochable.
très rigoureuse et qui aime bien ce qu'elle fait et puis très efficace. Vous l'avez vu sur le plan national comme sur le plan international. Elle intervient dans toutes les grandes affaires vraiment qui agitent ce monde et sa compétence a été reconnue de partout. Aïssata Tall Sall s'est illustrée dans divers procès internationaux. Sur le plan national, elle a mené le combat dans tous les procès des opposants au régime d'Abdoulaye Wade. Mais la plus belle défense de maître Aïssata Tall Sall a été, sans nul doute, celle de l'affaire du bateau Lodjola, où elle a accepté, malgré son opposition à Abdoulaye Wade, de plaider pour son régime accusé en France d'avoir fait sombrer le bateau. Aïssata Tall Sall s'est essayée également au cinéma. En 2006, elle a osé monter les marches du Festival de Cannes pour présenter le film Bamako d'Abderrahmane Sissako. Là encore, elle joue son propre rôle, celui d'un avocat qui défend son continent contre les dérives des institutions internationales. C'est le cynisme de la dette, le cycle vicieux de la dette. Cette dette qui a fini de ruiner nos économies et qui nous a aspiré toutes nos forces vitales alors qu'on n'a pas encore fini de payer. Aïssata Tall Sall est une femme d'une beauté sauvage. Son style d'habillement et son éloquence verbale forcent le respect. Avec son mouvement Oser l'avenir, Aïssata Tall Sall a les yeux qui pétillent d'ambition pour son Fouta natal, mais aussi pour le Sénégal de manière générale. Mais quoi qu'il en soit, Aïssata, ton mentor, ton idole, ton père, El Hadj Moussa Tall, te suit de très près et t'accompagne avec des prières. Aïssata, c'est ma fille. Qu'elle reste toujours la même. Quoi qu'il arrive, je sais qu'Aïssata est une brave fille et qu'elle aura tout mérité. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yalla sura Aïssata e miniraɓe mum e mawniraɓe mum fof ko dartan ko hen fof yalla rokku mon astajib du'ana ya Allah. On va dire Amen avec le public. Aïssata Tall Sall, votre papa qui prie pour vous. Oui, je crois qu'il l'a toujours fait. Il l'a fait pour nous les enfants. Et quand je dis nous les enfants, moi d'abord la première, parce que je suis la première, mais sans distinction aucune. Et il l'a fait aussi pour le Sénégal. Je vais vous raconter une anecdote. Quand le président Abdoulaye Wade était aux affaires, mes amis et avocats avec qui j'ai fait la fac étaient la plupart du temps au gouvernement. Je peux les citer, ils sont nombreux. Et chaque fois, ils venaient voir mon père en lui disant « Baba, il faut prier pour nous. » Et lui prier pour eux. Et un moment, je lui dis « Mais Baba, attention, à force de prier pour eux, quand est-ce que nous, on arrivera aux affaires? Parce que nous aussi, nous sommes à la porte et nous attendons. » Il me fait « Inch'Allah. » Mais quelqu'un qui me demande sa prière, je n'ai pas le droit de la lui refuser. Je bénirai tous mes enfants, ceux que j'ai portés moi-même et même ceux que Dieu m'a confiés, Allah subhanahu wa ta'ala m'a confiés. Donc voilà le papa qu'on a. Et je disais que c'est le papa de la République. Quand vous allez dans son salon, vous retrouverez sa photo avec le président Senghor, dont il était l'interprète dans tous ses voyages au Fouta à cause de Mame Seydou Nourou Tall, qui le lui avait recommandé. Mais vous retrouverez ses photos avec Abdou Diouf parce qu'il a été politique du temps de l'UPS, du BDS d'abord, de l'UPS, du PS ensuite. Mais vous retrouverez aussi sa photo avec le président Abdoulaye Wade, ma photo avec le président Abdoulaye Wade. Et vous retrouverez également sa propre photo avec le président Macky Sall. Et je lui disais assurément, tu es peut-être le papa de la République. Voilà l'homme qu'il est et nous sommes heureux et fiers de l'avoir comme papa. Je rappelle le principe de cette émission, c'est que je suis entouré de mes deux consoeurs, Maïmouna Ndour Faye et Fatoumata Binta Diallo, mais également d'économistes, de marchands ambulants, de défenseurs des droits des locataires, du patronat et des étudiants de la faculté des sciences politiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Aïssata Tall Sall, élégance et intelligence riment avec présidence, n'est-ce pas? Est-ce que vous y pensez en vous maquillant? En tout cas, je vois que vous êtes très bien inspiré. Moi-même, je n'y avais pas pensé, mais pourquoi pas? Élégance et intelligence riment avec présidence. Vous savez, Mamoudou, aujourd'hui, arrivé à cette heure précise de ma vie et de mon engagement politique, selon vous, que me restera-t-il à faire? Que me restera-t-il à faire? Voilà la question. La présidence de la République. Que moi-même je pose aux Sénégalais. Oui. Pourquoi pas Mamoudou? Cela me serait-il interdit? Peut-être parce que
Je suis une femme, peut-être parce que je ne le mérite pas, peut-être parce que, comme diraient certains, je suis trop ambitieuse pour cela. Voilà le problème des femmes. Quand les femmes arrivent avec non pas une ambition, mais seulement avec une vision, leur façon de voir le monde, vouloir apporter des changements à leur niveau, on a toujours pensé qu'elles étaient trop ambitieuses pour cela. Et le dernier exemple que le monde nous a donné est quand même un exemple extraordinaire qu'on ne l'oublie pas, c'est celui de Mme Clinton. Qui aurait pensé qu'au mois de novembre 2016, que Mme Clinton ne serait pas élue présidente des États-Unis? Et pourtant, cela ne s'est pas produit. Et vous savez ce qu'on lui a reproché à Mme Clinton? On ne lui a pas reproché d'être une femme simple. On ne lui a pas reproché de ne pas avoir les capacités de diriger les États-Unis. Au contraire, on a dit que c'était une femme trop forte, qu'elle était avec le Gotha des affaires, qu'elle était à la bourse, qu'elle connaissait trop bien le système, qu'elle était trop pro-système pour être élue. L'establishment, comme vous le dites. Donc quand les femmes arrivent, c'est encore ce reproche-là qu'on leur fait. Presque on leur reproche de ne plus être des femmes et d'être peut-être une sorte de mouton à 5 pattes qui attire la curiosité des gens et peut-être qui ne mériterait pas d'être président de la République parce que très souvent, ce qu'on voit, c'est des pantalons et des cravates. Bon, ben, il arrivera bien un jour que Moussour préside les destinées de ce pays. En tout cas, c'est mon rêve, c'est mon ambition. 2019, on est là, on y est. Et je dois vous dire, Mamoudou, qu'on s'y prépare, on sera présent d'une façon ou d'une autre. Oser l'avenir sera là. Les responsables de Oser l'avenir sont là. Vous l'avez entendu il y a quelques jours. Podor a déjà lancé le mouvement en disant que Podor présentait ma candidature. Moi, je ne veux pas faire comme les chefs. Très souvent, les chefs, c'est des hommes. Et qu'est-ce qu'ils font, les chefs? Ils dirigent, ils commandent, ils imposent. Moi, je veux être un dirigeant qui compose avec l'ensemble des forces qui m'ont fait confiance. Podor s'est prononcé, les autres se prononceront. Le mouvement sera national, il sera lancé dans le Sénégal. Moi-même, j'irai voir tous les Osés, à Wellingara, à Kolda, à Kédougou, à Matam, à Ranérou. Tout le monde se prépare. Je les entendrai, je les écouterai. Ils prendront la décision, mais croyez-moi, on sera bien présent en 2019. Inch'Allah. À ce moment-là, vous leur direz oui, je suis candidate. Je pense qu'eux-mêmes le diront. On y arrivera, Inch'Allah. On y est et on se prépare. On va regarder un reportage qui fait le point un peu sur le leadership des femmes et leur participation à la vie politique. Y a-t-il une menace d'isolement ici comme ailleurs? Constat, les femmes sont sous-représentées aussi bien dans les fonctions électrices que décisionnelles, mais elles ne se laissent pas faire et aspirent à diriger leur pays. Pour certaines d'entre elles, il est temps que les femmes accèdent à la magistrature suprême. Reportage Habib Faye, Younous Baro. Les femmes ne sont pas bien représentées au niveau des assemblées, de l'administration publique, entre autres. Et pourtant, en termes d'électorat, leur poids est loin d'être négligeable. Une situation qui paraît injuste, eu égard aux compétences de ces dernières démontrées dans plusieurs domaines. Le leadership, ce n'est pas seulement d'être à la tête de quelque chose, mais c'est d'être utile à la société. Il y a des femmes qui s'imposent, des femmes qui veulent être utiles à leur société en participant à la vie politique et qui voudraient être à la prise de décision, encore une fois, dans l'intérêt supérieur de la nation. On sait qu'il y a une nette différence entre ce qui se passait il y a 10 ans de cela et ce qui se passe aujourd'hui. Que ce soit au niveau international ou au niveau national, les femmes accèdent aujourd'hui à des postes qu'elles n'accédaient pas hier. Elles sont combien ces femmes qui ont été des chefs d'État, des premiers ministres, des femmes leaders en tout cas dans beaucoup de domaines. Et elles ne sont pas arrivées à ces postes les bras croisés, non, elles sont battues pour y arriver. Et elles en ont le droit et c'est tout à fait légitime de leur part. Pour la bonne et simple raison que, en prenant un exemple sur notre propre société sénégalaise, il y a plus de femmes que d'hommes. D'une part, d'autre part, les femmes ont assumé des responsabilités dans ce pays depuis l'époque coloniale jusqu'à aujourd'hui. Des héroïnes se sont distinguées dans la lutte anticoloniale, se sont distinguées dans l'affirmation de l'islam. Confrontées à différents obstacles dans le terrain politique, les femmes se rebiffent aujourd'hui
et aspirent à être au devant de la scène. C'est tout à fait normal que celles-là qui se battent à côté des hommes pour une société plus juste, plus équitable, puissent aussi demander qu'aujourd'hui, elles puissent partager le pouvoir avec les hommes et qu'elles puissent se retrouver aux avant-postes. Par ailleurs, leur souhait le plus ardent, accéder à la magistrature suprême. Au nom de quoi? Des personnes qui ont pris l'argent du pays, des personnes qui n'ont pas les valeurs requises pour gérer un pays, qui demandent à une femme leader de les accompagner. Je trouve que c'est fort. Nous en sommes encore à l'âge de la pierre taillée en la matière et je crois que justement la presse a un rôle fondamental d'éducation à jouer. Si l'intelligence est mise en avant, si les mentalités ne sont plus rétrogrades, on y arrivera. De l'avis de certains, même si les femmes aspirent à diriger le pays, elles restent pour le moment absentes de la sphère politique au Sénégal. Aïssata Tall Sall, avant de vous laisser aux mains du public, juste une question que vous inspire ce sujet sur le leadership des femmes, leadership politique. D'abord, j'observe deux choses. La première, c'est que le professeur Amsatou Sow Sidibé et la dame qui est intervenue après l'ont dit. Je pense que les femmes ont encore beaucoup de chemin à réaliser sur le plan politique. Ce n'est pas faute d'engagement de leur part, ce n'est pas faute de détermination de leur part, ce n'est pas non moins faute d'ambition de leur part, mais c'est parce que très souvent, la société dresse des obstacles devant elles. Quand un homme fait tomber un obstacle, il en faut 2 fois plus de courage, de détermination pour une femme pour pouvoir arriver. Cela vient peut-être de l'état de notre société, de notre histoire, de notre sociologie, ce que je comprends tout à fait. Par contre, je crois qu'il faudra que les femmes fassent preuve encore de beaucoup plus de clairvoyance et de détermination pour arriver à vaincre tous ces obstacles-là, qui ne sont ni religieux, ni sociaux. C'est seulement des préjugés que les uns et les autres ont. L'autre chose que j'observe, c'est le témoignage de Bassirou Sarr, qui est un homme généreux, qui pense qu'effectivement, les femmes doivent arriver. Je crois que plus il y aura d'hommes comme cela, plus la société avancera. Moi, c'est ma conviction profonde. La société, elle ne peut pas être unijambiste. Elle ne peut pas marcher qu'avec les hommes sans les femmes ou avec les femmes sans les hommes. Il faut que les deux ensemble soient ensemble pour que la société marche et avance. Et il y a 2 ans, j'ai assisté à un séminaire à la Sorbonne, à l'université de la Sorbonne, où le thème était l'Afrique, les femmes portent le destin du continent. Et je me disais, voilà, on sera encore en retard d'une réflexion. Ça va encore être les Blancs qui vont réfléchir à notre place et ensuite nous, on prendra la place de la victime en se mettant à crier, à pousser des cris d'Orphée que voilà, les autres ont réfléchi pour nous. Pourquoi les Blancs ont pensé qu'à ce moment précis de l'histoire africaine, que les femmes africaines pouvaient transformer le destin du continent? D'abord parce qu'elles sont les plus nombreuses, on l'a dit. Ensuite, parce que sous les différents pouvoirs socio-économiques, les femmes ont montré qu'elles étaient capables d'être résilientes. Elles étaient capables de courage, elles étaient capables de construction nouvelle. Elles ont même façonné la société, elles ont équilibré les familles. Que demande un pays si ce n'est que l'équilibre social entre ses différents citoyens? Si les femmes sont capables de cela dans les familles, elles sont bien capables de cela au bénéfice de leurs États. Donc je suis heureuse qu'il y ait des hommes qui pensent cela, qui croient cela, qui vont accompagner ce mouvement des femmes au bénéfice de nos sociétés. Le 5e président du Sénégal, je ne sais pas quand, pourrait être une présidente. Je dis le 5e président du Sénégal sera certainement une présidente. Très bien. Maïmouna Ndour Faye, vous avez le micro. Je vous remercie, Mamoudou. Oui. Je vous remercie, Mamoudou, de m'avoir convié à cet échange, à ce dialogue avec Maître Aïssata Tall Sall, l'une des dignes représentantes du leadership féminin au Sénégal. Maître, vous avez dit tout à l'heure qu'en 2019, vous allez vous soumettre au suffrage des Sénégalais. Quel sera le projet de société? Quelle sera la vision économique? Pourquoi est-ce que les Sénégalais, dans leur écrasante majorité,
devrait oser l'avenir avec vous? Je vous remercie. Eh bien, je suis très contente de cette question et je remercie Maïmouna. Surtout là où elle tombe. Pourquoi les Sénégalais devraient oser l'avenir? Justement, dans le texte fondateur de Oser l'avenir, il y a exprimé et décliné jusque dans les détails notre vision pour un Sénégal nouveau. Et dans cela, nous définissons le Sénégal à partir de 3 axes fondamentaux. Nous voulons une république modèle, nous voulons une république moderne et nous voulons une république à tout point de vue exemplaire. Pourquoi nous voulons une république moderne? Nous voulons que dans ce pays, on arrive à nous débarrasser de tous les archaïsmes qui font que nos États sont plombés. C'est quoi ces archaïsmes? Moi, j'avais pensé qu'en 2012, quand le président Macky Sall a eu la chance d'être élu, et moi-même faisant partie de ceux-là qui l'ont porté à la magistrature suprême, que le premier acte qu'il allait poser sera un acte de modernisation de notre administration. Dire à tous les fonctionnaires sénégalais que si demain matin, à 7h30, l'heure à laquelle tout le monde doit être à son poste, s'il y a un qui manque, celui-là sera renvoyé. Cela est extrêmement important. On ne peut pas reposer un pays sur des compromis. Finalement, ça finit à la compromission. Nous voulons une république modèle. Pourquoi elle doit être modèle? Elle doit être modèle parce que c'est une république qui promeut ceux qui méritent d'être promus, mais qui sanctionne ceux-là qui méritent d'être sanctionnés. Est-ce que vous avez vu le nombre de rapports de OFNAC aujourd'hui dans les tiroirs? Et on y reviendra sur cela. On y reviendra parce que les Sénégalais attendent de cela. Ils attendent que tout le monde soit mis ici dans ce pays sur un même pied d'égalité. Que celui qui a réussi soit porté en exemple, que celui qui a fauté soit sanctionné. Et de ce point de vue, l'État se doit d'être exemplaire. Et nous voulons que cet État-là soit un État modèle. Nous voulons également qu'il soit un État modeste, un État moderne, un État modèle et un État modeste. Pourquoi il doit être modeste? Nous voulons que l'État arrête d'être quelqu'un qui aspire toutes les ressources de notre pays. Cela nous paraît extrêmement important. Et je donne un exemple. Tout le monde se félicite de ce que notre État a réussi à boucler un eurobond de 1200 milliards de francs CFA. À quoi cet argent est destiné? Quelqu'un dans cette salle peut me dire à quoi est-ce que cet argent va servir? De financement, d'infrastructures, de projets du PSE. Mais qu'on nous le dise clairement. Comment un financement de cette importance pris sur le dos des générations à venir, et je reviendrai sur la solidarité également, qui est un des axes forts du programme de Oser l'avenir, comment une somme aussi importante, qui a été prise sur le dos des générations à venir, qui elles vont payer, a pu l'être sans que l'Assemblée nationale, qui est la représentante du peuple, ne soit ne serait-ce qu'informé. Ne serait-ce qu'informé. Je pense que dans une démocratie moderne et dans un État modèle, cela se serait passé ainsi. Mais est-ce que l'Assemblée n'a pas autorisé le gouvernement à aller emprunter pour combler son déficit de financement? L'Assemblée a accepté, et je donne un exemple, l'Assemblée a accepté, et parce que c'est comme ça, c'est la règle, que le président de la République, chef des armées, soit le chef de guerre si le Sénégal va en guerre. Pourtant, quand le Sénégal décide de le faire, il revient devant l'Assemblée. Ce n'est pas parce que l'Assemblée vous donne tous les pouvoirs que vous avez carte blanche en tout temps, pour toutes les occasions, de faire ce que vous voulez. Je considère que dans un État moderne et dans une démocratie modèle, sur ce genre de proposition ou sur ce genre de projet, le gouvernement devra au moins avoir la courtoisie de dire à la représentation du peuple, mais attendez, quand on voit aussi l'état de notre Assemblée, on se demande si c'est une Assemblée qui a la force d'imposer cela à un État. Donc l'État doit venir dire, voilà pourquoi je veux emprunter. Voilà où l'emprunt va aller. Voilà à qui cet emprunt est destiné. Voilà comment est-ce qu'il sera remboursé. Nous pensons que c'est quelque chose d'extrêmement important. Cela ne se serait pas passé comme cela aux États-Unis. Cela ne se serait pas passé comme cela en Angleterre. Cela ne se serait pas passé comme cela au Ghana, peut-être même en Côte d'Ivoire. Pourquoi devrions-nous être à la traîne sur des questions comme ça? Voilà pourquoi nous disons, nous voulons un État moderne, nous voulons un État modèle, nous voulons un État modeste. C'est le triptyque autour duquel tout le projet de société de Oser l'avenir a été construit, décliné maintenant sur le plan économique, ce que nous entendons faire autour de l'agriculture par exemple, parce que c'est notre conviction.
On ne peut pas, alors que 67% de la population sénégalaise se consacre à l'agriculture, penser que c'est quelque chose qui doit être relégué au second plan. Lisez les chiffres de l'économie du Sénégal. Le ministre des Finances est tout content de nous annoncer qu'on fera à peu près 7 points de croissance. C'est très bien, 7 points de croissance. Il faut que ces 7 points soient soutenus pendant un certain nombre d'années pour aller d'ailleurs vers les critères du PSE. Mais c'est 7 points de croissance. Et je lui avais posé la question l'année dernière. Il n'y avait pas répondu. Je suis heureuse de constater cette année qu'il a apporté la réponse. Je lui avais dit, mais sur ces 7 points de croissance, quelle est la part que représente l'agriculture dans cet apport de 7 points? Il m'a dit, c'est compliqué, je n'ai pas calculé. Bon. Cette année, il vient nous dire que c'est 17%. 17% moins 100%, il resterait combien? 83%. Dans ces 83%, vous avez 56% que ce sont les services, les banques, les pétroliers. Vous croyez que c'est des Sénégalais? Si l'agriculture intervenait, ne serait-ce que pour 25% dans la structuration du taux de croissance, les Sénégalais l'auraient senti. Vous allez inverser la tendance pour répondre à la question de Maïmouna Ndour Faye qui vous demande votre projet de société. En tout cas, au-delà des constats. On aura les leviers, on va s'appuyer, nous, sur les leviers endogènes au Sénégal. Pas de la spéculation, pas des services. C'est vrai que les services c'est important, c'est vrai que la spéculation fait partie du jeu mondial, mais nous, on enclenchera des leviers endogènes proprement sénégalais pour que la croissance soit le produit de Sénégalais et que la croissance revienne aux Sénégalais. Voilà une des questions que nous traitons dans le programme de Oser l'avenir. La réindustrialisation de notre pays, ça pose tout un problème. Aujourd'hui, notre pays est devenu un souk ouvert où n'importe qui vend n'importe quoi à tout va. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a au Sénégal des produits, même des produits de base que nous devons pouvoir fabriquer ici au Sénégal pour que les emplois soient créés au Sénégal, pour que la matière première du Sénégal soit utilisée? Allez à Richard Toll, vous verrez que les Peuls versent le lait des vaches. 2018, vous pensez que cela est concevable au Sénégal? Qu'on n'a même pas une petite industrie qui fabrique du yaourt, du beurre, du fromage pour les Sénégalais et que tout le monde importe ça et on est content d'aller dans les supermarchés, je ne veux pas donner de titre, pour aller acheter des produits manufacturés importés d'Europe en 2018, après 60 ans d'indépendance? Je crois que non. Donc, je disais que nous avons tout un programme qui est structuré autour de la richesse des Sénégalais, par les Sénégalais eux-mêmes et pour eux-mêmes. Cela, je crois, est très important. Rendons aux Sénégalais leur fierté d'être des Sénégalais, d'être des acteurs de leur propre développement, d'être des producteurs et d'être des créateurs et des générateurs de leur propre croissance. Oui, Binta. Merci à Mamoudou Ibra Kane de m'avoir convié à cette prestigieuse émission. Les affaires de la cité, c'est ma deuxième participation. Mes hommages à Maître Aïssata Tall Sall et je suis en phase avec Dieynaba Seydouba qui disait tantôt dans le portrait que vous avez une beauté sauvage. Je suis d'accord avec elle. Alors, elle m'a un peu marché, ma consoeur, sur la langue. Je voulais vous demander d'abord d'emblée de votre projet de société, la différence que vous allez apporter. Vous avez répondu, mais un constat au Sénégal, le taux de l'électorat féminin est très élevé. On a 55% de l'électorat féminin, mais on a vu que aucunement en direction d'une présidentielle, on a senti derrière une femme, cet électorat féminin porter la candidature d'une femme de façon sérieuse. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que vous avez compris quelque chose à ça? L'autre question est relative à une question d'actualité. Demain, on attend le verdict du procès de Khalifa Sall. Alors, comment est-ce que vous êtes en train d'attendre ce verdict du tribunal? Merci beaucoup. D'abord, moi, il faut m'expliquer c'est quoi beauté sauvage. Peut-être parce qu'on m'appelle Lyon que j'ai la beauté sauvage. Voilà, moi, c'est comme ça que je le comprends. Mais déjà qu'il y a la beauté, je ne suis pas trop mécontente, même s'il y a sauvage accolé à beauté, en passant. À votre première question, si je dois la résumer de façon triviale, pourquoi les femmes ne votent pas pour les femmes? C'est à peu près ça. Ce n'est pas une question anodine. Mais vous savez, moi je considère que quand on est un candidat à une élection présidentielle, on ne doit pas seulement être le candidat des femmes. On est le candidat de tout le monde. Et des femmes, et des hommes, et des jeunes. Parce que moi, c'est ça ma conviction. Je l'ai dit à l'occasion du 8 mars.
Moi, je considère que le monde doit marcher, les hommes et les femmes ensemble. Pas seulement les femmes à part et les hommes à part. La meilleure façon de fausser le jeu, c'est de raisonner comme ça. Maintenant, il y a 53% de femmes qui votent. Oui, on doit se poser la question de savoir pourquoi les femmes ont du mal à percer, alors que ce sont les femmes qui constituent la majeure partie de l'électorat. Peut-être que c'est une question de programme, je ne sais pas. Ce sont les anthropologues, les sociologues et tous les logs qu'on connaît qui pourront peut-être un jour nous dire pourquoi les femmes n'arrivent pas à percer ce plafond de verre. En tout cas, les femmes électrices devraient savoir que quand une femme comme elle se présente devant elles pour solliciter leur suffrage, c'est parce que, comme je l'ai dit, elle a engagé un parcours de combattant. Elle a vaincu des obstacles et des obstacles avant d'être là. Et il faudrait au minimum, je ne dis pas qu'elle la préfère ipso facto aux hommes parce que c'est une femme, ça ne serait pas juste, mais qu'elle l'écoute avec ces oreilles-là, de celle qui a franchi le parcours de combattant, qu'elle la regarde avec ces yeux-là, les yeux qui se posent sur une femme qui a survécu à 10 000 naufrages pour arriver là où elle est. Peut-être qu'à ce moment-là, elles comprendront le prix qu'il y a à payer pour faire de la politique et pour vouloir être au-devant. Peut-être que la donne changera. Mais fondamentalement, moi je suis honnête, je pense qu'un candidat, c'est un candidat, il est pour les hommes comme il est pour les femmes et les jeunes. Il doit pouvoir réussir à convaincre tout le monde. Maintenant, le difficile, c'est l'art de la conviction. Ça, c'est la chose la plus compliquée en politique parce que personne n'a le don de pouvoir rentrer dans la tête de quelqu'un, de modifier son cerveau et ses neurones et de faire qu'elle accepte, elle capte tout ce que vous voulez lui proposer en termes d'initiative et de projet de société. Sur le procès Khalifa Sall. Sur le thème de la femme, une question, Oui. parce qu'il y a beaucoup de femmes sénégalaises aujourd'hui qui pensent que le 7 mars, date de la résistance des femmes de Nder 1820, devrait être consacrée comme journée nationale des femmes, en tout cas ici au Sénégal, et pourquoi même d'ailleurs une journée chômée, fériée, chômée et payée. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre sentiment? Écoutez, Amadou, on risque de décevoir beaucoup. Moi, je ne suis pas non plus pour la tropicalisation de toutes ces choses. Il faut savoir rester dans le monde, tout en restant ce que nous sommes, comme dirait le président Senghor. Rester ce que nous sommes, c'est croire au sacrifice héroïque des femmes de Nder, tout en célébrant le 8 mars. Ça ne nous empêche pas de croire à ce que les femmes de Nder ont fait. Ça ne nous empêche pas de croire à l'acte héroïque des femmes de Nder. Mais le monde entier célèbre le 8 mars. Je ne vois pas pourquoi nous, on le célébrait le 7 mars. Et quand on va nous sortir l'exemple d'autres femmes à travers le Sénégal, quand est-ce qu'Aline Sitoé Diatta a été arrêtée par le colon, déportée à Madagascar, morte là-bas en exil, est-ce qu'on ne choisira pas une date qui correspondrait à celle où Aline Sitoé a été arrêtée et d'autres femmes et d'autres femmes? Je crois que nous pouvons continuer à fêter, à honorer et à célébrer la mémoire de nos héroïnes tout en restant sur cette date du 8 mars qui est une date internationale, qui est une date mondiale, que tous les pays célèbrent. On n'a vraiment pas besoin de nous tropicaliser. C'est comme si on nourrissait un complexe d'infériorité. Moi, je n'ai pas cela. J'aime les femmes de Nder, je salue leur courage et leur bravoure. J'aime toutes les femmes qui ont été héroïques à un certain moment de l'histoire de leur pays. Le 8 mars est une date internationale. Eh bien, je la fêterai le 8 mars, pas avant ni après. Mais c'est aussi une date où d'autres femmes d'autres pays ont montré leur bravoure. Oui. Cela nous viendrait des États-Unis. C'est vrai, et même de femmes socialistes au passage, je le précise, qui revendiquaient plus de droits. Mais comme le monde, les Nations Unies l'ont consacré, Journée internationale des droits de la femme, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on doit se singulariser. Dans ce cas, autant sortir des Nations Unies, aller faire autre chose. L'autre question L'autre question, c'était sur le procès, le délibéré de Khalifa Ababacar Sall, qui est prévu pour demain 30 mars. Eh bien, je croise les doigts pour lui, je prie pour lui et nous attendons le verdict. Vous savez, moi, je suis un acteur de la justice. Ces choses-là, j'en parle avec, je ne dis pas ma toge d'avocat, d'autant plus que dans ce dossier-là, je n'ai plus eu le droit de revêtir ma toge, mais j'en parle avec beaucoup de respect pour le magistrat qui rend la décision. Moi, je connais les juges, je les connais dans ce qu'ils sont, dans leur qualité,
dans leurs défauts, dans leur grandeur, parfois dans leur faiblesse, parce que ce ne sont que des hommes. Mais moi, a priori, j'ai confiance à la justice. J'attends que la décision soit rendue et mon commentaire à ce moment-là sera offert. Oui, toujours sur les questions politiques, oui. Bon, Mounirou Ndiaye, économiste, sur les questions politiques. Eliman, tout comme... Oui. Voilà, généralement, je ne viens pas immédiatement à une invitation. Maintenant, je suis un peu sélectif. Mais quand on m'a dit que c'est Maître Aïssata Tall Sall qui est là, j'ai tenu à être là. D'abord, et puis aussi pour tout simplement commémorer avec vous la journée de la femme. Donc, c'est une femme que je suis beaucoup, hein, même si vous ne le savez pas. J'éprouve toujours du plaisir à l'écouter, parce qu'il y a de l'empathie, de l'envie dans ce qu'elle dit, un engagement dans ce qu'elle dit, un engagement. Même ce qu'elle a dit là, bon, c'est un peu, vraiment, ça va surprendre, par exemple, un économiste, parce que c'est comme si vraiment quelqu'un qui était vraiment très sensibilisé sur les questions économiques, qui parlait, quand il a parlé même dans elle veut diriger le pays. Donc elle veut diriger le pays. Je pense qu'il y a un fil conducteur dans ce qu'elle dit sur le plan économique. Je pense que l'essentiel a été dit. Moi, ce que je veux dire, c'est que tout simplement, il y a le grand guide, Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, qui dans le cadre de ses prêches a envisagé une présidente au Sénégal. Il l'a envisagé dans ses discours. Donc je pense qu'un grand visionnaire comme Serigne Cheikh qui l'envisage, ça peut se passer. Donc je pense que ce sera l'occasion pour elle de devenir présidente du Sénégal. Et je lui souhaite vraiment cet avènement-là, je lui souhaite ça. Deuxièmement, c'est que les femmes également, c'est pas pour rien que le prophète Mohammed avait combattu le fait que les petites filles étaient assassinées. C'est pour dire que tout simplement, elles ont leur place, la même place que les hommes sur terre. Également, il faut savoir aussi que sur le plan de la parité, il faut faire attention également, parce que nous aussi, nous sommes des économistes, et à chaque fois qu'il y a une décision juridique ou une décision de loi, nous cherchons à en établir l'économicité. Parce que le problème qui se pose, c'est que c'est un processus dynamique, ce n'est pas une statique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'est précipité dans la parité. Moi, je ne suis pas contre la parité, je ne suis pas contre le fait que les femmes et les hommes travaillent en même temps, mais il y a des préalables. On savait que pour rattraper sur le plan de la formation, il faut des années. Et aujourd'hui, on se rencontre avec des députés qui ne savaient pas, des femmes députées qui ne savaient pas écrire leur nom. Il faut le dire. Je pense qu'il y a un processus qui est enclenché et qui va arriver à bout d'ici quelques années. Il faudra donc faire très attention. C'est le même problème. Quand les femmes, on dit il y a parité, il faut mettre une femme et un homme, bon, ce sont les femmes qui sont là qu'on va mettre dans les positions, même si elles n'ont pas la formation requise. C'est ce qui se passe au gouvernement. Hein? Macky Sall, c'est-à-dire ceux qui sont autour de lui, qu'il va nommer. Donc il y a beaucoup de médiocratie dans ce qu'on fait dans ce pays. Parce que tout simplement, on est obligé de regarder à côté de lui, on ne cherche pas les compétences. Donc il y a un problème d'approche par les compétences qui se pose, mais les femmes quand même ont leur place et nous sommes tout à fait en phase avec tout cela. Troisièmement, c'est que il y a aussi, sur le plan, tout à l'heure, on a parlé de zéro bon, d'endettement. Moi, je pense que si vous devenez président, si vous devenez présidente, il faudra régler un problème grave dans notre pays. Le problème, c'est qu'au Sénégal, par exemple, je donne un exemple. On nous dit que le budget qui a été voté est de 3 700 milliards, avec 641 milliards d'endettement. 641 milliards. Je ne comprends pas pourquoi. On va à l'Assemblée nationale, on dit qu'il faut emprunter 641 milliards, et un bon jour, on dit qu'on a emprunté 1200 milliards. En tant qu'économiste, vraiment, je ne comprends pas. Je n'ai rien compris du tout. Deuxièmement, c'est que on nous dit que, d'après le tableau économique du Sénégal, on paye 70 milliards de francs CFA de salaire et d'indemnité par mois, ce qui fait 840 milliards. On paye 72 milliards de dettes, c'est le poste le plus important du budget du Sénégal, ce qui est vraiment une anomalie extraordinaire. 72 milliards d'endettement, donc ce qui fait que de services de la dette, ce qui fait 860 milliards. Donc si vous prenez les dépenses les plus prioritaires du pays, ça fait 1700 milliards. On nous dit qu'il y a un budget de minimum 3100 milliards. 3700 milliards moins la dette. Donc il y a une marge de 1400 milliards pour des autres dépenses. Vraiment, je ne comprends pas pourquoi 85 milliards de dettes pour les enseignants, 500 milliards de dettes intérêts. Bon, je ne comprends pas. Est-ce que ces gens-là nous cachent quelque chose? Il faudra que la vérité budgétaire dans ce pays-là soit rétablie. Je pense que le prochain président du Sénégal devra quand même œuvrer pour une vérité, une justesse dans les budgets qui sont déclarés. Bon, sur l'endettement, on a dit que le Sénégal a une bonne signature. Moi, je ne comprends pas autre chose également. C'est que au Sénégal, on sait que la signature est très mauvaise. Pourquoi? Parce que ceux qui font les signatures, que cela soit pour le classement du PRIT, que ce soit pour le classement du business, sur les autres classements, n'importe quel classement vous voulez,
on va prendre le pool social, c'est-à-dire on va essayer de voir les tensions. Au Sénégal, on sait qu'il y a des tensions. Deuxièmement, il y a des instances sur le paiement de la dette. C'est le poste le plus important. Donc, où est-ce que le Sénégal puisse une bonne signature si ce n'est que de dresser, tout simplement, de mettre là-bas tous les contrats signés sur le plan pétrolier. Donc, c'est comme si au Sénégal, nous sommes en train de puiser de manière anticipée sur des ressources futures. En nous endettant. Parce que vous ne pouvez pas avoir de bonne signature à moins de venir dire que j'ai du pétrole. Et ceci, c'est extrêmement dangereux. C'est dans cet engrenage-là que nous sommes menés. Donc je pense que non, ceux qui vont nous écouter vont penser que nous sommes dans l'opposition. Nous ne sommes pas de l'opposition. Très bien. Parce que même sur le plan de Khalifa Sall, bon, je vais finir par là, c'est-à-dire que il ne faut pas que le régime attende de nous de dire des choses qui vont les plaire. Ils ont pris tellement d'initiatives qui ont choqué les Sénégalais qu'ils s'attendent quand même à ce que les gens les critiquent. Je vais juste finir par quelque chose en termes de conseils pour les gens qui nous gouvernent. Le Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum a dit que l'homme n'est autre chose qu'un élément de synthèse dont l'humilité reste non seulement le fondement mais la signification de sa grandeur. Je pense qu'il faut qu'il soit humble et qu'il écoute les Sénégalais pour pouvoir redresser le problème. Et dans le prolongement de vos réflexions économiques, Mounirou Ndiaye, justement ce sujet sur les 6 ans du président Macky Sall à la tête du Sénégal, un président élu le 25 mars 2012 qui décline sa vision à travers le plan Sénégal émergent. Sur le plan économique, le Sénégal a connu un taux de croissance de 7,2%, mais pour certains économistes, dont vous, ce chiffre est sans grands effets sur l'économie car les Sénégalais ne s'y retrouvent pas. Un sujet de Fatou Bintou Conté, les images de Younous Diatta. Après 6 ans passés à la tête du pays, la situation économique sous l'ère Macky Sall en termes de croissance économique a connu un bond qualitatif 7%. Mais pour l'économiste Mounir Ndiaye, le gouvernement fait dans la manipulation statistique. Il faut remonter un peu en arrière pour suivre un peu le PSE. Dans le cadre du PSE, ce qui a été dit dans le document, c'est que le Sénégal attendait une croissance moyenne de 7,1% dans le cadre du plan d'action prioritaire 2014-2018. Nous sommes aujourd'hui avec 4,2% en 2014, 5 et quelques pourcents en 2015, 6 et quelques pourcents en 2016 et encore 7% annoncés en 2017. Nous sommes dans les 17-18% de croissance pour ces 4 années-là, alors qu'il était attendu 7% en moyenne en 4 ans, ce qui fait 28%. Donc il y a un gap de 10% déjà sur les objectifs du PSE. Je pense que c'est aujourd'hui ce qui explique que le gouvernement peut-être, je ne sais pas si c'est de la manipulation statistique ou pas, mais c'est ce qui explique aujourd'hui que le gouvernement veuille tout simplement coûte montrer aux populations que le taux de croissance a été de 7%. Selon lui, Macky Sall et son gouvernement se focalisent trop sur des chiffres élevés alors que la priorité est ailleurs. Pendant toutes ces années, ces 6 années passées, le gouvernement s'est focalisé à vouloir gagner des points dans des classements. Ils ne sont pas des classements sérieux tels que le Doing Business. Ça ne doit pas être notre préoccupation, le Doing Business, les classements du PNUD, parce que le FMI a déclaré que le Sénégal fait partie des 25 pays les plus pauvres. Le gouvernement a voulu faire des efforts pour montrer qu'on a gagné des places, même pour le Doing Business. Moi, je dis que le Doing Business, si vous n'êtes pas dans les 50 premiers, ce n'est pas bien. Vous êtes 100e ou 150e, ça revient au même. Il faut que le gouvernement du Sénégal se focalise sur l'essentiel. Les Sénégalais, à l'en croire, ne se retrouvent pas dans ces 7% dont parle le gouvernement. Leur vécu quotidien laisse à désirer. La croissance, elle est un peu constatée sur les chiffres, mais au niveau concret de la vie des gens, je pense qu'il y a des problèmes. Il faudra que le gouvernement s'occupe de cela. Mais tout ceci n'est pas le problème. Moi, le problème que je soulève, c'est que cette croissance-là, comment elle est vécue par le Sénégalais? Cette croissance-là, quelle incidence elle a sur la pension du retraité? Quelle incidence cette croissance a sur la bourse de l'étudiant qui est restée à 18 000 francs pour la demi-bourse et 36 000 francs pour la bourse entière? Comment cette croissance-là a eu des incidences sur la fourchette de subvention qui fait que donc certains prix pourraient baisser? D'ailleurs, Meïssa Babou, cet autre économiste, estime que l'État du Sénégal devait sécuriser le panier de la ménagère par l'autosuffisance, car rien ne l'y empêche. La bonne politique serait de nous mettre, à défaut d'une autosuffisance, de nous mettre dans une sécurité. C'est-à-dire qu'au moins que le Sénégal puisse produire l'essentiel de ce qu'on mange. Mais aujourd'hui, nous sommes encore dépendants de ces facteurs externes qui peuvent, demain après-demain, revenir perturber les importations. Et ce faisant, il y aura effectivement une perturbation aussi du marché. À ce rythme effréné d'endettement, révèle Mounir Ndiaye, le pays risque aussi de s'engouffrer. Un endettement pas toujours justifié.
Le gouvernement a comme argument que le critère de convergence de l'UEMOA n'est pas encore enfreint. C'est-à-dire que l'UEMOA dit que la dette ne doit pas dépasser 70% du PIB. C'est vrai qu'au Sénégal, nous sommes à 63% du PIB, 64%. Mais quand même, il faut regarder d'où on est parti. À 17% en 2006, nous sommes passés à plus de 60% en 2017. Ce qui fait que donc, d'ici quelques années, nous allons enfreindre le critère de convergence de l'UEMOA. Et ça va causer problème. D'ailleurs, aujourd'hui, regardez bien, qu'est-ce que nous payons comme service de la dette? Plus de 72 milliards par mois. Nous avons payé 830 milliards de dettes en 2017. Ce service de la dette-là, quand même, étrangle nos possibilités de finances publiques. Depuis son accession à la magistrature suprême, 6 ans après, la situation économique du pays reste mitigée. Des chiffres élevés, sans grands effets d'entraînement sur l'économie. Et cette Tall Sall, ce sujet vous tend un peu la perche. Comment jugez-vous le bilan du président Macky Sall 6 ans après son élection et à 1 an de l'élection présidentielle de 2019? Oui, permettez-moi avant tout de remercier, mais féliciter les économistes qui sont intervenus dans cet élément pour avoir un peu remis les choses à l'endroit. Parce qu'effectivement, quand on entend le gouvernement présenter les chiffres, on a l'impression que c'est plutôt à l'envers. Mais on comprend quel est le souci et je pense que le professeur Mounir Ndiaye l'a très bien expliqué dans l'élément en disant qu'ils ont le souci d'être en concordance et en phase avec les prévisions du PSE sur la base desquelles ces financements-là ont été levés. Et saluer qu'il ait fait référence à notre défunt khalife général, Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum, pour sa grande clairvoyance et sa grande sagesse. Je me réjouis qu'il ait eu cette prédiction en priant Allah subhanahu wa ta'ala qu'elle se réalise le plus rapidement possible. Maintenant, on revient au Sénégal et à nos problèmes économiques. Quel a été le bilan du président Macky Sall? Moi, je vais vous dire franchement, de façon très franche et très directe, je pense qu'il y a des choses qu'il a réussies, des choses qu'il a moins réussies et des choses sur lesquelles il est complètement passé à côté. Les choses qu'il a réussies, c'est quelques projets qu'il a portés et des programmes en direction du monde rural. Et j'ai en tête le PUDC. Quand il est arrivé à Podor, souvenez-vous, je l'avais reçu, ça avait tellement suscité de polémiques. Pourquoi vous avez reçu le président Macky Sall? Moi, je suis une républicaine jusqu'au bout des ongles. Quand un président de la République me fait l'honneur de venir dans ma ville et d'y passer 2 nuits, je l'honore en honorant mes populations qui m'ont mandaté et je le reçois. Donc, à cette occasion, j'avais vu de près le PUDC se dérouler. Le PUDC, c'est le programme d'urgence de développement communautaire. C'est un programme qu'il a mis en place et qui est destiné à venir alléger les souffrances des populations du monde rural, les femmes, les travailleurs, les jeunes. Et à l'époque, je lui avais posé la question parce que je découvrais ça. Et moi, quand je ne connais pas, j'apprends. En lui disant, mais comment cette histoire de PUDC est venue? Parce que je vois que c'est le PNUD qui s'engage pour plus de 400 et quelques milliards pour financer le PUDC. Il m'a dit, c'est à l'occasion des tournées que j'avais faites en tant que candidat, ou même avant d'être candidat, où j'ai noté les soucis des populations, là, une électricité qui manque, ici, un forage qui manque, là, un dispensaire qui manque, ainsi de suite. J'ai résumé tous ces cahiers-là, ça fait le PUDC. J'avoue que, sur ce plan-là, il est en train de faire quelque chose, et le monde rural le sent. Et moi, je suis une fille du monde rural. Là où je pense, bon, il y a peut-être d'autres choses qu'il a réussi, mais on ne peut pas tout citer dans le cadre de cette émission. Là où je pense qu'il a moins réussi, c'est sur le plan social. Il le dit, 2018, année sociale. Mais quand à l'Assemblée nationale, le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne, devant les députés, dit que notre ambition, c'est de passer à 400 000 ménages pour la bourse de sécurité familiale, moi j'ai peur. Ça veut dire qu'ils ne combattent pas la pauvreté. Il passe à l'Assemblée nationale ce jeudi. Vous avez préféré être sur le plateau des affaires de la cité. Vous boycottez, vous l'avez boycotté. Mais bien évidemment, je fais même partie des initiateurs du boycott. Parce que ce jeu-là, il n'est plus un jeu républicain. Franchement, ce qui se passe à l'Assemblée, avec tout le respect que je dois au peuple sénégalais qui nous y a mandaté, c'est du n'importe quoi. Pourquoi c'est du n'importe quoi? Le Premier ministre doit venir répondre aux questions de la représentation parlementaire. Et je rappelle qu'en France, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, qu'il fasse chaud ou pas, le Premier ministre est obligé, en tout cas le gouvernement est obligé,
une fois par semaine, de venir répondre aux questions que les députés entendent lui poser. Ce n'est pas parce que les députés le veuillent, ce n'est pas parce qu'on est dans une histoire de dictée contrôlée ou dictée, je ne sais pas comment on appelle ces dictées-là qu'on vous donne brusquement dans la salle de classe, mais c'est parce que c'est le jeu de la démocratie qui le veut ainsi. Et en France, on a été jusqu'à dire que le premier exercice, le premier acte de contrôle de la représentation parlementaire sur le gouvernement, c'est justement ça. C'est pas d'autant plus que, mais il risque quoi le Premier ministre? Il n'y a pas un vote à l'issue de cet exercice. Sa responsabilité politique n'est même pas engagée devant les députés. Ce n'est pas une motion de censure. Ce qu'on lui demande, bon sang, même si ce n'est pas une semaine, ce n'est pas 2, ce n'est pas 1 mois, au moins tous les 3 mois minimum, qu'ils viennent écouter les députés, poser des questions que le peuple leur a demandé de lui poser. 7 mois que Boun Abdallah Dionne a fait sa déclaration politique générale. 7 mois. 7 mois qu'il a tourné le dos à l'Assemblée. Et subitement, parce que son agenda le lui permet, parce que bon, c'est maintenant qu'il est d'accord avec le bureau de l'Assemblée nationale, il veut venir. Et nous, comme des marionnettes, nous prêter à ce jeu-là, il servirait à quoi? À rien du tout. Sur le bilan terminé. Et je reviens à ce que je disais. Donc, j'étais en train de dire qu'il y a des choses que le président Macky Sall a réussi. Il y a des choses qu'il a moins bien réussi. Bourse de sécurité familiale, c'était une bonne initiative. Mais quand le Premier ministre nous dit « Mon ambition, c'est de passer à 400 000 ménages », moi j'ai peur. 400 000 ménages, ça veut dire qu'on n'a pas d'autre levier de lutte contre la pauvreté que de donner 25 000 francs à des familles. Et on se glorifie chaque année de les multiplier par 2 ou par 3. Ça ne peut pas être une politique. Ça ne peut pas être une ambition de lutte contre la pauvreté. Or, que nous dit la Banque mondiale? La Banque mondiale dit que le chiffre de la pauvreté est passé de 46% au Sénégal en 2010 à 44 ou 43. On a gagné 3 points contre la pauvreté. C'est bien. C'est pas mauvais de gagner 3 points. 3 points, c'est beaucoup d'efforts, beaucoup de production, beaucoup de croissance. Mais que dit encore la Banque mondiale sur ces 3 points? Elle nous dit que ces 3 points ont été gagnés grâce au retour de la pluviométrie et de l'accroissement du rendement des paysans. À la limite, le gouvernement serait intervenu pour peu. On doit tout ça à la nature. Donc, il y a de quoi s'inquiéter. Et ce gouvernement nous dit, oui, on va maintenant distribuer 400 000 à 400 000 ménages de bourses de sécurité familiale. Je dis non. La couverture maladie universelle, c'est quelque chose qu'il a mis en place. On avait applaudi des mains et des pieds à l'époque. Mais aujourd'hui, quand on voit les conditions dans lesquelles cette CMU s'exerce, quand on voit comment les budgets des hôpitaux eux-mêmes sont plombés, on se demande si finalement on n'est pas en train de tomber dans un piège. Ce qui maintenant, il n'a pas du tout réussi, ça, c'est sur les valeurs. C'est sur les valeurs, sur la justice, sur le modèle républicain. Je crois que là, vraiment, le président Macky Sall n'a pas du tout satisfait à nos attentes. Moi, je pense que en 2018, dans le Sénégal dans lequel nous vivons, le président de la République devait accepter de regarder les Sénégalais dans le blanc de l'œil, de regarder sa magistrature et de leur dire « Je ne présiderai plus le Conseil supérieur de la magistrature. Je vous laisse libre de mener la justice et même vos carrières entre pairs, parce qu'on peut le faire, parce que c'est facile de le faire, parce que ça ne coûte rien et que ça fait avancer notre démocratie et notre modèle républicain. » De dire au procureur de la République, dans l'initiative des poursuites, et ça c'est dans le programme de Oser l'avenir, en tant que procureur, maître des poursuites, vous êtes libre, totalement indépendant. Vous ne dépendrez pas du ministre de la Justice. Vous dépendrez de lui administrativement, mais judiciairement. Quand déclencher la procédure, comment la déclencher, vous serez libre. À ce moment-là, quels seraient les résultats? Tous les rapports de OFNAC l'ont mis dans le tiroir, tous les rapports de ARMP et que sais-je, et d'autres rapports encore de Cour des comptes. Mais on les aurait sortis, le procureur aurait apprécié, il déclenche les poursuites. S'il ne les déclenche pas, qu'on permette à un certain nombre de Sénégalais, je ne parle pas du parrainage là, à un certain nombre de Sénégalais, qu'ils soient 1000, qu'ils soient 2000, inscrits sur les listes électorales, parce que c'est des citoyens modèles, de pouvoir, par une initiative citoyenne, faire déclencher les poursuites et le procureur serait oublié. Voilà les choses sur lesquelles on attendait le président Macky Sall. Très bien. Alors, c'est une émission
interactive. Oui, Elimane Sall, les locataires, après les marchands ambulants et les étudiants, bien sûr. Hein? Merci Mamadou pour l'invitation. Nous remercions aussi Madame Aïssata Tall Sall, que je préfère écouter au lieu de lui poser des questions. Souvent, je suis très inconfortable quand je pose des questions à une dame comme vous. Mais la première question que je voudrais juste vous poser, c'est Madame Aïssata Tall Sall, nous avons des problèmes au Sénégal avec les lois qui sont souvent votées. Alors, nous pensons que souvent, avant de voter les lois, on ne prend pas les mesures idoines, ou bien on ne prend pas le temps qu'il faut pour les envoyer à l'Assemblée. Alors, le 22 janvier 2014, une loi a été votée à l'unanimité, vous étiez à l'hémicycle, c'est sur la baisse des prix du loyer au Sénégal. 4 ans après, aujourd'hui, nous constatons, et nous sommes au regret de dire que cette loi a créé plus de problèmes qu'elle n'en a résolu. Aujourd'hui, bailleurs et locataires se regardent en chien de faïence. Beaucoup de locataires aujourd'hui reçoivent des sommations. Au bout de 6 mois, vous devez quitter la maison. On réflexionne un peu, on augmente le prix du loyer. Et il y a un manque notoire de suivi. Je pense que là aussi, avant de voter une loi, il faudrait quand même mettre des garde-fous, des préalables, pour qu'une fois cette loi votée, qu'on ne laisse pas les populations démunies entre les mains des plus forts. L'autre problème, c'est la solution à long terme, c'était la question de l'habitat social. Évidemment, c'est une très bonne initiative et que le gouvernement quand même fait des efforts sur ce plan-là. Mais nous, notre problème, c'est l'accès à l'information. C'est vrai que la TFM avait fait une émission au niveau de la place de l'Indépendance, mais jusqu'à présent, la bonne dame qui est dans la banlieue, à l'intérieur du pays, quand elle veut accéder à l'habitat social, où est-ce qu'elle doit aller, qu'est-ce qu'elle doit faire? Je pense que la question foncière et immobilière mérite quand même une réflexion assez profonde pour que ces questions de détournement, on voit des agences immobilières qui ouvrent, qui ramassent l'argent des gens, qui reçoivent l'argent des immigrés et au bout du compte, aucune maison, aucun terrain. Pas plus tard que la semaine passée, une dame nous a saisis pour nous dire qu'elle avait ouvert un dossier au niveau de la SNHLM. Elle dépose, on lui avait fait signer un contrat de 1,5 million. Quand elle a fini de payer, on lui dit vous devez ajouter encore 600 000, sinon on ne vous donne pas de terrain. Je pense que sur cette question foncière-là, il y a énormément de problèmes. Sur la question du loyer, il y a énormément de problèmes. En tant que parlementaire d'abord, qu'est-ce que vous comptez faire? Et en tant que juriste, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ces lois-là, souvent qui sont votées et qui posent problème dans leur application? On enchaîne avec juste M. Sow, des ambulants. Merci Mamoudou. Donc, je me réjouis d'être là aujourd'hui, surtout en face de la grande dame Maître Aïssata Tall Sall, parce que je suis un fan d'elle, quoi. Parce que, franchement, je le dis. Hein. Aujourd'hui, s'il s'agissait d'être femme, pour être comme Aïssata, vraiment, je suis prêt à être femme. Ne riez pas. N'attendez-le-moi pas aussi que je parle bon français, parce que je suis un marchand ambulant. Donc, ma question est de savoir, mais franchement, en vous entendant parler de votre politique, j'ai eu peur. Pourquoi j'ai eu peur? Parce que je vous ai entendu dire que dans votre conception de l'État moderne, vous avez dit que les lois seront appliquées dans toutes les rigueurs, je crois. Je crois que j'ai bien entendu. Alors que nous qui sommes hors la loi, alors qui occupons la rue illégalement, donc je crois que j'ai peur. Comment envisagez-vous de gérer le problème des marchands ambulants dans la rue? Parce que ce qu'on constate, c'est que tous les gouvernements qui ont eu à passer depuis Senghor ont échoué sur la gestion de ce dossier. Et c'est pourquoi le problème est toujours là. Donc que pensez-vous dans votre politique pour régler le problème? D'autant plus que ce secteur est un secteur très très important et qui représente 60% du PIB en 2015 et 60% de la population active. Je crois que économiquement, c'est un secteur très très important. Et je pense que l'État gagnerait quand même à revoir
sa façon d'appréhender le problème des marchands ambulants. Et en cela, on nous impute souvent l'encombrement. Mais à y voir de près, nous ne sommes pas les encombreurs. Parce que ce qu'il y a, c'est qu'il y a un encombrement légal et un encombrement illégal. Et l'encombrement que nous faisons représente à peu près 25% de l'encombrement général par rapport ça commence par rapport aux kiosques de Orange et de la presse je vois maintenant. Et l'autorisation que les mairies délivrent aux magasins et autres les stationnements. Ça, vous voulez vous attaquer au maire que je suis maintenant. Non, mais en tout cas, ce que je veux, c'est de savoir au moins qu'est-ce que vous avez prévu pour ces gens-là. Parce que aussi c'est important, il y a un problème à gérer. Parce que il y en a qui vont venir, parce que c'est un secteur élastique. Chaque fois, il y a un afflux presque total des populations vers ce secteur parce qu'il n'y a plus de travail. Donc, comment envisagez-vous de gérer les jeunes qui vont venir dans ce secteur? Très bien. Je vous remercie. Très bien, merci. Alors, on va laisser... Bon, ça. Mais vous avez le loisir aussi de répondre en Wolof sur ces questions, le loyer, les ambulants, parce qu'il y a une bonne partie de ce public qui ne comprend pas cette langue française que nous utilisons. Oui. D'accord, merci beaucoup de cette souplesse, Mamoudou. Alors, je voudrais d'abord remercier M. Sall, qui a parlé de pléthore de lois, d'inflation de lois. Je suis en train actuellement de lire un livre sur Georges Pompidou. Georges Pompidou qui a été Premier ministre du général de Gaulle, qui a été président de France, un des présidents qui a le plus réformé, même si de ce point de vue, l'histoire ne lui rend pas toujours justice. Il a été un président innovant, il a été un président réformateur et beaucoup de choses aujourd'hui en France ont été conçues de son temps avec des ingénieurs qui faisaient partie de ses propres équipes. Et Pompidou, justement, disait à un certain Jacques Chirac, tout jeune ministre fringant, il lui disait, mais excusez-moi du terme et que les Sénégalais m'excusent, arrêtez d'emmerder les Français avec vos lois. Ça suffit maintenant, plus personne n'y comprend rien, donnez-leur des choses simples et ils comprendront, surtout quand c'est leur intérêt. C'est vrai que très souvent, les pléthores de lois, le fait de changer, d'innover, ça fait que personne n'a rien compris, sauf une catégorie qu'on appelle les spéculateurs qui arrivent à faire leur jeu, à trouver leur chemin dans ce dédale de loi et qui finalement sortent leur épingle du jeu et arrivent à laisser les autres pauvres sur le carreau. Pour ce qui est de la loi sur les loyers, la baisse des loyers, c'est vrai qu'à l'époque, on était à l'Assemblée nationale, on était un nouveau pouvoir, on était tout content, euphorique de satisfaire à une doléance majeure des Sénégalais. Tout le monde était d'accord. Mais on avait le choix, quelqu'un comme moi, parce que vous m'avez interpellé en tant que législateur et en tant que juriste. Mënoon naa toog ne mbirum luwaas bi de man xam naa ne lii dina indi coono après mais keroog boo ko waxoon kenn du la dégg ci boobu nag ngay dem à contresens de l'histoire mais en tant qu'avocat xamoon naa ni loi bi buñ ko tëralee nii dina am ñoo xam ni dinañ fexe ba li loi bi digal ak li loi bi wax ñoom dinañ def leneen te kenn du ci mën dara parce que avocat dangay nekkal kii loué mooy locataire dangay nekkal li gën gi bëri sax kii joxe luwaas bi mooy le bailleur wala le propriétaire. magum waxoon naa ko moo gën magum xamoon naa ko quand même. waaw mais nag waroon nga ko mën wax nag. waaw mais ak foo koy waxee. waaw aussi parce que nag teel a wax aussi dafa baaxul. mën nañ bàyyi ba loi bi dem ba ñu xam ni ndax loolu ma foogoon ni ñoom dinañ ko def bu fekkee def nañ ko ñu seet loi bi nuñ koy ëlbatee ndax nag ku moom këram xam nga am na loo xam ni kenn mënu ko tere nit borom kër kenn mënu ko tere mu nangu alalam bu ne kër sama kër soxla naa ko amul benn yoon bu koy mën a tere kër gi mu nangu ko donc bu gisee ni luwaas bi demewul noonu rek day fexe ba naan man demee nangu sama kër dama ci dëkkal sama doom ak dama ci dëkkal sama jarbaat ak dama ci ko kenn mënu ci dara yoon la ko santaane bu demee nag ba nanguwaat ko mu jël beneen kii ne ko kaay ci contrat bi lii la ñuy signé waani ci suuf lii nga may fay ku ci mën dara kenn mënu ci dara donc
problème bi problème spéculation la moo tax dëgg bi xam nga fu muy ne dëgg bi dafay nekk rek non seulement ñuy sensibiliser citoyens yi mais état bi bu demee ba jël loi boobu wut ay jumtukaay naka la koy contrôler contrôle bi nag moo manqué su fekkee nag dañuy voter te duñu contrôler loolu mooy li Pompidou doon wax Chirac bul sonal nit ñi ak ay sart parce que sart boo xam ne yow amoo ci benn kilifteef pour mu taxaw boobu sart bañoon ko voter sax moo gën mais ma defe ni ba tey mbir mi dafa dëng rek mais tuuruwul mun nañ ko jubbantewaat waxtaan si ak association locataires yi am fii ci Sénégal ba seet naka lañ koy jubbante ba jumtuwaay yooyu nguur gi mun kaa taxawal ba ñu mën a seet ndax wàññi bi méngoo na ànd nag jamono ak nit ñaa ngi koy respecté wala respecté wuñ ko bon moom wala fait un peu chaotique mais je pense que les gens ont compris bien leer na waaw kañ léegi beneen bu mu doon laaj moom Sall danga may baal de habitat social bu dee dañuy wax dëgg gouvernement baa ngi si liggéey ñu ngi si liggéey gis nañu ay projet yu bëree ak ay marocain ak ay nangam ñu ngi koy doxal wante man li ma bëggoon gouvernement bi def mooy ñu jël benn loi cadre ci habitat social ne à partir de lii ba fii habitat social la bu fa weesoo rek dootul habitat social habitat spéculatif la loolu defe naa gouvernement bi war nañu xalaat loolu ñun député yi sax war nañ xalaat loolu ñu indi proposition bu mel noonu parce que Sénégal fii dañoo am nag tradition de l'habitat social bu ñu yaakaar ne lu bees la du lu bees Senghor bi mu fiy tabax ay SICAP ak i HLM boobu ñun juddooguñu te am na fii te boobu habitat social xam nga boobu lan la si bëggoon il voulait en fait que les classes moyennes soient stabilisées que quelqu'un ait l'espoir que un jour dans sa vie il sera propriétaire de quelque chose quelque part. Aujourd'hui, vous interrogez le commun des Sénégalais, il vous dira mon obsession, ma hantise, c'est de mourir sans avoir un toit. Mais c'est une épreuve difficile à supporter que de penser seulement pouvoir être dans la force de travail, de pouvoir gagner sa vie sans réaliser là où tu peux loger ta famille, ta femme, tes enfants, tes parents, mais c'est une équation impossible à soutenir. Or, les Sénégalais en sont là maintenant. Les parcelles assainies, c'était fait pour ça. À l'époque, voyez aujourd'hui ce que c'est devenu. Donc je crois qu'il faut que le Sénégal renoue avec cette grande tradition d'habitat social, qu'on arrête un peu la spéculation, qu'on favorise les couches les plus défavorisées à aller vers l'accès à cet habitat social. Je crois qu'effectivement, de ce point de vue, une initiative très forte devra être prise et nous y travaillons de façon très très sérieuse pour encore continuer, surtout avec l'apport des émigrés, pour voir avec la Banque de l'Habitat, l'apport des émigrés, qu'est-ce qu'on pourrait faire encore de plus accentué sur le plan de l'habitat social pour l'intérieur du pays. Parce que l'égalité, ce n'est pas seulement entre les hommes et les femmes, c'est aussi l'égalité dans le terroir, dans les territoires, entre les différentes zones du Sénégal. À l'époque, les HLM existaient partout. À Kaffrine, à Podor, à Kaolack, partout où vous allez. Vous avez une petite cité HLM. C'était dans ce souci-là, dans le cadre de l'aménagement du territoire, de faire de telle sorte que les régions également puissent vivre dans l'égalité, que tout ne soit pas concentré à Dakar, même si Dakar engrange le maximum de la population, et que de ce point de vue également, les régions soient pourvues et dotées. Maintenant, mon ami, les marchands ambulants. Moi, je pense que la vocation de marchand ambulant, c'est de ne plus ambuler. C'est de pouvoir rester quand même un jour et de devenir un vrai commerçant assis, debout, en tout cas pas ambulant. La dernière fois, je suis arrivée à Podor et puis mon père, Tcherno Seydou, à Podor, m'a dit, il y a quelqu'un qui est très étonné, il vient de découvrir que tu es de Podor. Et il m'a dit que ça fait 3 ans qu'il te cherche. Je dis, mais il était où lui? Il dit, c'est un marchand ambulant. Je dis, alors lui, c'est vraiment un marchand ambulant. S'il ne sait pas que je suis le maire de Podor et que depuis 3 ans, il ne le sait pas, et qu'il me cherche dans le Sénégal, c'est que vraiment, il n'a le temps ni de la télé, ni de la radio, ni des journaux, il ne fait qu'ambuler. Donc je crois que la vocation du marchand ambulant, c'est de s'insérer dans un circuit commercial organisé. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je ne suis pas contre que dans la gestion des marchands ambulants, qu'on puisse les fidéliser quelque part. Et ça, c'est l'affaire des maires. C'est l'affaire des maires de trouver dans leurs différentes localités
des endroits conçus pour accueillir les marchands ambulants. Surtout que vous avez encaissé, hein? Ah, patente. c'est que maire, si encaissé, sa lampe du tac. Waaw, mais il faut sa école d'homme. Investir. Waaw, sa école d'homme du dem. Maire, c'est une fonction très, très honorable, très respectable et très redoutable. Très redoutable. Tous les jours, vous êtes confrontés, cette question de Fatou Moko, tous les jours, vous êtes confrontés aux difficultés des Sénégalais au quotidien. Et je prends Bokar Sadir Khan à témoin, qui a été député maire de Guédiawaye. Il sait très bien de quoi je parle. Quand j'ai été élu maire, on m'a dit c'est quoi maire? Je dis c'est président de la République sans l'argent. Vous avez tous les devoirs du président. Vous avez toutes ces obligations. Vous n'avez pas la protection rapprochée. Tous les citoyens accèdent à vous comme ils veulent, quand ils veulent et au moment où ils le souhaitent. Et vous n'avez pas l'argent. Il faut faire un casse-tête pour trouver un budget, avoir les ressources, équilibrer le budget et travailler pour satisfaire la demande sociale de la commune. Donc les marchands ambulants, même s'ils rapportent, comme a dit Mamoudou, ils rapporteraient peut-être plus, ils rapporteraient davantage s'ils sont établis et bien établis quelque part. Maintenant, je comprends ce qui se passe. Les marchands ambulants, ce n'est pas un phénomène propre au Sénégal. Partout, dans toutes les capitales africaines, je rentre de Casablanca. Je vois ça, je vois des gens comme vous, de jeunes Sénégalais qui m'ont interpellé dans les rues. Qu'est-ce que vous faites, marchands ambulants? C'est devenu presque un phénomène de société. Et je crois que le dirigeant qui aspire à la paix et à la quiétude sociale est forcément un dirigeant qui doit composer avec ce facteur de marchands ambulants. D'abord parce que c'est des régulateurs sociaux. Quand le marchand ambulant ne va pas le matin pour ambuler et trouver son gain quotidien, peut-être que la famille ne mange pas. Et ils sont combien comme ça à nourrir les familles le soir quand ils ont fini leur affaire. Donc cela est extrêmement important et nous y pensons. On n'a pas la solution miracle pour régler ça à l'échelle du Sénégal, même peut-être même pas à l'échelle d'une ville, mais on y pense, on y réfléchit et la solution en tout cas qui nous vient à l'esprit là maintenant comme depuis quelque temps, c'est de faire de telle sorte qu'ils soient établis quelque part et qu'on puisse plus ou moins les formaliser. Le reste, c'est une question de communication, de contact avec les autorités locales et de solutions concertées. Voilà. Alors, oui. Nous sommes en face d'une candidate qui ambitionne la présidentielle. Alors, votre programme va intéresser les Sénégalais. Tantôt, vous avez dit que le gouvernement n'a pas appuyé sur le levier pour lutter de façon convenable contre la pauvreté. Est-ce que oser l'avenir à la baguette magique pour lutter contre ce fléau, donner de l'emploi aux jeunes, baisser les denrées de première nécessité, des choses aussi basiques? Également, vous avez dit que le gouvernement a échoué au plan judiciaire. Cela me permet d'embrayer sur l'affaire de la démission du magistrat Dem. Il avait déjà démissionné du Conseil supérieur de la magistrature. Maintenant, il a tout bonnement claqué la porte de la magistrature. Il a quitté le corps. Est-ce que cela conforte ceux qui disent que la justice sénégalaise est aux ordres? D'accord. Alors, je oui. crois que... Oui, bien sûr. Alors, maître, on pourrait vous identifier pour le moment à un objet volant non identifié. OVNI. Après beauté sauvage, maintenant je suis devenue OVNI. Voilà. Un objet volant non identifié dans l'espace politique. Tantôt vous portez des combats de l'opposition, mais vous n'hésitez pas à prendre vos distances sur certaines questions. Vous avez été une farouche et redoutable opposante à Abdoulaye Wade. Avec Macky Sall, vous semblez beaucoup plus conciliante. Est-ce que cela voudrait dire que vous avez peut-être beaucoup plus de convergence de vues avec l'actuel locataire du palais? Vous avez également mis en exergue une démarche républicaine pour accueillir Macky Sall chez vous à Podor. Alors, la deuxième question, qu'est-ce qui reste de cette belle relation qui vous a uni à Abdou Diouf, dont vous avez été l'égérie pendant une dizaine d'années? Est-ce que la gestion de la crise au Parti socialiste a eu raison de cette admiration que vous avez toujours ressentie pour l'homme d'État qu'il est? Je vous remercie. Bon,
Mounirou, rassurez-vous, hein, on reviendra à vous. Salve de questions. Ainsi qu'aux étudiants qui demandent la parole depuis un moment. Je vous promets. Hein. Salve de questions. D'abord, je commence par Madame Bintou Gueye, qui me pose la question de savoir qu'est-ce que Oser l'avenir fera pour ce qui est de la lutte contre la pauvreté, puisque nous avons dit que le gouvernement avait échoué de ce point de vue-là. En tout cas, ce n'est pas en approfondissant les bourses de sécurité familiale, ça vous pouvez être sûr. Je crois que nous devons agir dans deux directions, et nous le disons dans le programme de Oser l'avenir. La première direction vers laquelle nous allons agir, c'est d'abord, comme je l'ai dit, de faire de telle sorte que les Sénégalais trouvent du travail, créent de l'économie et même de la solidarité là où ils sont et avec les matières qui sont à leur disposition. Et c'est la raison pour laquelle, pour moi, les nouveaux métiers agricoles sont extrêmement importants. Pour donner de la main-d'œuvre à toute cette jeunesse rurale qui se déverse sur Dakar et qui accentue la pauvreté, pour donner de la main-d'œuvre aux femmes rurales. Et je donne un exemple. Quand on a négocié le MCC, c'est un compact, un contrat du Congrès américain, et justement destiné à lutter contre la pauvreté. Moi, je les ai reçus à Podor. Je leur ai dit, que voulez-vous qu'on fasse? Ils m'ont dit, écoutez, nous voulons que dans 100% de terres exploitées par un homme, qu'on puisse réserver 40%. Dans ces 40%, 15% seront réservés aux jeunes, 25% seront réservés aux femmes. D'accord? Et que ferez-vous en contrepartie? En contrepartie, on fera des aménagements hydro-agricoles pour leur permettre d'accéder à l'eau, de démultiplier la production, d'avoir 2, 3, 4, voire 5 productions dans l'année et finalement d'accroître leurs revenus et leur niveau de vie. Je crois que des choses comme ça, qui nous viennent des États-Unis, quand on voit les milliards de eurobonds, pourquoi nous-mêmes on ne le ferait pas pour notre pays, puisqu'il n'est question que d'aménagement agricole. Et on dit aux pères de famille, quand vous exploitez 100% de la surface qui vous est octroyée, vous avez peut-être un rendement de même pas 25%. Mais quand on vous donne 60% avec les aménagements hydro-agricoles, vous multipliez le rendement de 100% par 25. Alors, acceptez de n'exploiter que 60% et donnez le reste aux femmes et aux jeunes. On va aller très vite dans les réponses parce que le temps... D'accord. Donc, il y a toute une sorte beaucoup de mécanismes qui permettront aux Sénégalais d'abord de vivre et de bien vivre, cela est important. Mais et quand on voit l'indice de développement humain du Sénégal, on se dit qu'il y a encore du chemin à faire. Hein. On est classé loin derrière. Et comme disait le professeur Mounirou Ndiaye tout à l'heure, même si ces classements ne valent pas grand-chose, surtout pour le doing business. Vous avez vu comment Michel Bachelet au Chili a jeté le classement de doing business à la poubelle parce que le Chili a été mal classé sur des indicateurs qui étaient absolument faux. Il y a quand même quelque chose qui doit nous alerter. En tout cas, sur l'indice de développement humain, nous sommes loin en arrière. Donc nous pensons que sur les métiers agricoles, sur le monde rural, sur l'apprentissage des jeunes, que nous avons des efforts à faire pour leur octroyer un revenu et permettre ainsi de lutter contre la pauvreté. Ça, c'est la deuxième question. Oui, le juge Dème. Le juge Dème. Écoutez, moi, je ne porte pas d'appréciation. Je ne sais même pas pourquoi il a démissionné. Je ne porte pas d'appréciation, mais quand un juge jette l'éponge, c'est quand même un acte grave. On ne peut pas penser que c'est un acte gratuit. Il est grave et certainement pas gratuit. Donc, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de la justice que ce juge-là est en train de dénoncer et même de porter en dénonciation vis-à-vis de l'opinion publique. Donc, il faudra certainement s'arrêter, réfléchir, comprendre et corriger. Donc, Maïmouna Ndour Faye. Maïmouna Ndour Faye. Alors, sa question posée autrement, êtes-vous prête à une alliance avec le président Macky Sall en 2019? Quand? 2019. Après que j'ai gagné l'élection présidentielle ou avant? Eh bien, je vous pose la question. Alors, je vous la repose sous forme de question. Oui. Mais sa question est intéressante. Oui. Elle me dit exactement pourquoi je ne m'oppose pas à Macky Sall comme je m'opposais à Abdoulaye Wade. C'est ça, résumé.
C'est ça qui fait que je suis devenue une ovni à ses yeux. Avec le président Abdoulaye Wade, c'est vrai que j'avais un certain type d'opposition. Mais c'était très simple. Moi, je n'ai jamais élu Abdoulaye Wade. Moi, Abdoulaye Wade, le peuple sénégalais l'a élu le 12 mars. Moi et ma voix, et la voix d'autres personnes. Et le 13 mars, je me suis levée pour dire ça, ce n'est pas le président qu'il faut pour le Sénégal. Et je me suis mise à le combattre. Macky, je l'ai élu. En 2012, je faisais partie des gens qui ont élu Macky Sall. Donc, j'ai eu un temps d'observation. Et c'est normal. Il faut avoir quand même un temps de retenue. On ne dit pas haro comme ça sur quelqu'un sans savoir où est-ce qu'il va aller. Du jour où j'ai compris qu'il prenait des distances sur ce pourquoi je l'avais élu, mais rappelez-vous de ma phrase. J'ai toujours dit que Macky Sall n'a pas été élu pour faire moins qu'Abdoulaye Wade. Je l'ai dit et répété partout, à l'Assemblée nationale. Alors que j'étais dans Benno Bokk Yakaar, j'ai pris des décisions que même les opposants de Benno Bokk Yakaar ne prenaient pas. Parce que je suis une femme libre, qui assume librement ses positions. Maintenant, me demander d'avoir cette opposition un peu revendicative parce que j'avais un poste et que je l'ai perdu. Non, ça, ce n'est pas moi. Moi, je suis une opposante rationnelle, je suis une opposante équilibrée, je suis une opposante qui dit les choses avec la franchise qui caractérise mon personnage. Quand ça marche, je dis oui, ça marche. Quand ça ne marche pas, je dis ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas et comment ça devrait marcher? Dans les discussions de salon, il se murmure qu'une alliance entre vous et le président Macky Sall, ou même un soutien d'Aïssata Tall Sall ne serait pas à exclure. Est-ce vrai? Pour 2019, ma question est très précise. Les gens spéculent tellement. Est-ce que vous n'avez pas entendu dire ici, à l'occasion de ces élections législatives dernières, que Macky Sall aurait financé ma liste? Vous l'avez entendu, mais archi faux. Mes camarades de Oser l'Avenir sont là. Vous croyez que, quand même, je commence à durer dans la politique, au point où j'en suis, je vais aller descendre dans ces compromissions-là et ces cuisines de bas étage? Ça ne me ressemble pas. Ce n'est pas moi. Moi, mes positions, je les assume. Elles sont publiques, elles sont connues. Quand je décide de faire une chose, je la fais en accord avec ma conscience, avec mes camarades, et je prends ma décision. Un autre sujet que... Oui. De la question. Je sais que vous allez me dire que vous serez élu en 2019, mais juste une question, et répondez à la question, s'il vous plaît. Si vous n'étiez pas choisi en cas de deuxième tour, est-ce que vous voteriez pour Macky Sall? C'est la situation politique du pays qui le déterminera à ce moment-là. Que diront les Sénégalais? Pourquoi voulez-vous que je tire des plans sur la comète? Moi, je suis une politique, je ne suis pas dans le divinatoire. J'aurais bien aimé avoir les qualités de Selbé Ndom, malheureusement, je ne les ai pas. Et elle ne voit pas toujours juste. Je ne sais pas. Aïssata Tall Sall, que pensent les Sénégalais de votre personnage? Micro-trottoir réalisé à Dakar et à Saint-Louis. Après, on donnera la parole à notre économiste et à nos chers étudiants. Regardons ensemble. Nous observons la scène politique. Bon, je peux vous dire que Mme Aïssata Tall Sall est une personnalité remarquable. Elle est dans la scène politique depuis longtemps. C'est une femme de conviction. Maintenant, bon, les jeux sont ouverts. Que chaque personnalité qui pense, qu'elle soit femme ou homme, qu'elle pense qu'elle peut apporter quelque chose pour notre pays, bon, bienvenue. Elle est brave, une femme battante. Je l'estime beaucoup, vraiment. Je le pense parce qu'elle connaît le pays, elle aime le pays, surtout le Fouta qu'elle adhère. Je la trouve brave, vraiment. Je pense qu'en 2019, elle peut être présidente. Pourquoi pas? Les femmes peuvent diriger le monde. Le monde, je dis. Même pas le Sénégal, mais le monde. C'est fait très distingué donc, dans la scène politique sénégalaise. Alors, c'est une dame de conviction également. J'ai un peu suivi donc sa trajectoire politique depuis le grand PS jusqu'à nos jours, mais je sais qu'elle a une conviction dans ce qu'elle fait. Ouais, c'est une femme que j'aime bien parce qu'elle est engagée. Bon, elle a des principes. Bon, c'est une dame qui vraiment que j'apprécie beaucoup. Donc, elle peut avoir quelque chose. En 2019, avec la division du Parti socialiste. Ouais, elle peut avoir quelque chose. Elle a toutes ses chances. Elle a toutes ses chances, comme les ténors, comme à l'image donc des autres ténors comme les Idrissa Seck, je dirais les Khalifa Sall
et consorts. Je sais que c'est une personnalité de conviction. Nous le suivons depuis longtemps. C'est que bon, non seulement elle est armée dans ce qu'elle dit, elle le dit avec conviction et clarté. Et bon, maintenant, c'est aux Sénégalais de juger. Je crois que la cote de popularité de Maître Aïssata Tall Sall à Dakar est très faible. Peut-être elle est plus connue à Podor et à l'intérieur du pays. Or, en politique, il faut de la proximité, aller à la rencontre des populations pour s'imprégner de leurs préoccupations, ce qu'elle ne fait pas encore à mon avis. Je vois rarement Maître Aïssata Tall Sall descendre sur le terrain, c'est-à-dire aller au contact des populations, contrairement à certains hommes politiques qui font des visites de proximité. Je la vois donc rarement poser de tels actes. Elle est certes connue, mais son engagement politique laisse à désirer. Sur le terrain. C'est une femme battante, c'est très bien et il lui faut de la persévérance. Elle est maire de sa ville natale, pourquoi pas présidente de la République un jour, c'est possible. Non, je ne pense pas. Seul Dieu sait, mais... Bon, Mounirou Ndiaye et puis les étudiants pour terminer. Ouais. Bon, voilà, merci beaucoup. Bon, je pense que moi, je voudrais juste interpeller la candidate parce que décidément, les Sénégalais l'attendent au palais. Je pense qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui vous attendent. Bon, moi, j'aimerais juste attirer votre attention sur quelque chose. C'est que je fais partie des Sénégalais qui considèrent que, pas économistes, même Sénégalais lambda, qui considèrent que le régime, sur le plan économique, a échoué sur l'essentiel. Et je continue à le dire. Pourquoi? Parce que dès le départ, il faut observer et ne pas tomber dans le même piège. On est venu avec un programme Yonou Yokouté. Le Yonou Yokouté a péché parce que les économistes ont tout de suite décelé une anomalie. C'est-à-dire qu'en voulant créer 500 000 emplois sur 7 ans, ça va faire 72 000 emplois par année alors qu'il y avait 100 à 110 000 nouveaux demandeurs d'emploi. Donc c'est un plan qui nous régressait sur le plan de l'essentiel, même s'il y avait des choses sur le secteur privé et ainsi de suite. Deuxièmement, on nous a proposé SNDES. SNDES qui n'a pas convaincu le président, qui a tout de suite initié PSE. Et entre-temps, il y a eu un visa lancé et qui a été supprimé. Donc, il y a un véritable problème de tâtonnement, mais il y a également un problème de calcul économique. D'ailleurs, c'est ce qui a été dit sur les 568 milliards consacrés donc, à un TR, alors que la réhabilitation du chemin de fer était économiquement meilleure. Il y a également les lampadaires, parce que alors qu'à l'ESP, les innovateurs de l'ESP, les étudiants ont innové même des panneaux beaucoup plus performants. Donc tout ça, c'est des problèmes. L'arène nationale, alors que le sport, ça s'autofinance partout dans le monde. Il n'y a qu'au Sénégal où on se lève un bon jour, l'État prend l'argent du contribuable, alors qu'il y a des Sénégalais qui n'aiment pas la lutte. On leur fait financer donc une arène nationale. Donc tout ça, c'est des problèmes de calcul économique qui fait qu'aujourd'hui, on a échoué sur l'essentiel. Je vais juste terminer sur un point important. 7% de croissance. On se pose la question sur les 7%, qu'est-ce qui appartient au Sénégal? Même si c'est 10%, Madame Aïssata Tall Sall, même si c'est 10%, vous prenez un PIB de 8600 milliards, vous appliquez 10%, même 10%, ça fait 850 milliards. Dites-moi, si vous enlevez les 200 milliards de bénéfices de Sonatel, les milliards de bénéfices des Pages avec l'autoroute qui est trop chère, les milliards de bénéfices de Bolloré, les milliards de bénéfices des Turcs, des Chinois, mais qu'est-ce qui reste au Sénégalais? C'est ça la question qui nous repose maintenant, la lancinante question de ce que le secteur privé sénégalais repose et qui doit donc focaliser l'essentiel des efforts sur les programmes économiques à venir. Les étudiants. D'accord. Merci. Oui. Merci pour l'invitation. Maître, je m'associe aux précédentes appréciations à votre endroit. Ma question est la suivante. Lorsque vous parliez du gouvernement, de la gestion actuelle du pays, vous avez mis des critiques dans presque tous les secteurs. Mais qu'est-ce qui nous dit que si vous accédiez à la magistrature suprême, vous n'allez pas continuer à gouverner dans ce même système? Oui. Donc merci. Je disais tout simplement que c'était un plaisir de nous avoir invités dans cet échange de culture et cet échange d'expérience que nous partageons avec vous. Moi, ma question, ce sera deux questions. Une, ce sera une critique et l'autre, ce sera une question. La première, c'est par rapport à vous, madame. Vous dites que vous voulez accéder à la présidentielle. Et tout le monde ici, je vois qu'on vous salue comme si c'est quelque chose de possible. Mais si vous analysez la réalité en face, vous êtes sorti dans un parti qui est le Parti socialiste, qui
après l'élection de 2012 et l'élection de 2007, avait perdu ces élections. Accélérer un peu. Et après cette perte, le Parti socialiste a été fractionné. Plusieurs leaders sont partis chacun de son côté. Vous, vous êtes parti à Fouta. Vous êtes devenu un acteur local. Est-ce que vous pensez que de cet acteur local, vous pouvez présider le Sénégal? Parce que quoi qu'on dise, moi qui habite à Guédiawaye, moi je ne vous connais pas. De par la télévision ou de par le journal, je ne vous connais pas. Et deuxièmement, les gens l'ont indiqué tout de suite, dans le rapport de force qui se pose au Sénégal, on voit que le politique n'est rien du tout qu'un rapport de force. Aujourd'hui, vous pouvez avoir la majorité, demain, vous pouvez perdre la majorité. Est-ce que vous ne jouez pas dans cette peur, dans cette cachette-là, de dire que moi, je vais rester là, attendre le prochain président pour collaborer avec lui? Est-ce que vous voulez vraiment oser l'avenir et oser être président vraiment? Est-ce que vous osez vraiment? Je vous remercie. Question bien estudiantine. Oui, oui, on va. Par rapport à Mamadou Ibra Kane, est-ce que vous pensez que Mamadou va changer le décor de son émission d'ici peu, si vous êtes président? Merci. Parce qu'aujourd'hui, on voit dans le décor de l'émission des inondations, des marchands ambulants, et beaucoup de choses vraiment qu'on n'aimerait pas voir pour le Sénégal. Très bien. Est-ce que vous pensez qu'il va le changer? Je vous remercie. Question intelligente. Merci beaucoup. Mais je dois une excuse à Maïmouna, parce que tout à l'heure, il m'avait posé la question de savoir où est-ce que j'en étais avec mes relations avec le président Abdou Diouf. Et j'imagine que la question n'est pas anodine, parce qu'elle vient après que j'ai exprimé une déception de ce que le président Diouf n'ait pas intercédé ou ne se soit pas prononcé sur la crise au sein du Parti socialiste. Quand je l'ai dit d'ailleurs, ça m'a valu une levée de bouclier de la part de mes camarades socialistes. Et je me suis demandé si ces gens-là ont bien compris le sens de mes propos de l'époque. J'avais dit que j'étais déçu par le président Diouf. Quand on est déçu, on exprime un sentiment propre, non? On n'a pas invectivé le président Diouf. Donc je crois qu'eux, ils ne parlent pas français, ils ne comprennent pas français. C'est pour ça qu'ils ont pensé que j'ai agressé le président Diouf. Moi, j'ai exprimé mon sentiment par rapport à la position du président Abdou Diouf. Cette précision est de taille parce que je n'ai pas compris pourquoi subitement ils se sont mis à m'attaquer en disant oui, elle manque de gratitude, voilà, Diouf en a fait un ministre, et voilà maintenant qu'elle tombe à bras raccourcis sur le président Diouf, alors que j'avais exprimé un sentiment que je vivais à l'époque du fait de ce silence du président Diouf. Mais tout se passe très bien entre nous, il n'y a aucun problème, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Abdou Diouf n'est pas académicien comme Senghor, mais il a été à la francophonie, il comprend bien le sens et la portée des mots. Il n'est pas comme ses camarades socialistes, un peu incultes qui ont pensé que je l'ai insulté. Ça, je ferme la parenthèse. Maintenant, je reviens aux questions du professeur Mounirou Ndiaye. Je l'avais dit, je le répète, je suis d'accord avec lui. 7% de taux de croissance, mais ça peut ne rien signifier. Ça peut ne rien signifier. Si cette croissance, comme je l'ai dit, elle n'est pas endogène, elle n'est pas portée par des Sénégalais, elle ne peut pas revenir aux Sénégalais. C'est la raison pour laquelle tout à l'heure, j'ai insisté en parlant de l'agriculture, mais c'est vrai que si la croissance est portée par les sociétés expatriées qui sont ici au Sénégal et qui rapatrient les bénéfices, comment voulez-vous que cette croissance impacte sur le vécu des Sénégalais? Et voilà pourquoi, à la place de la croissance, de plus en plus, les économistes parlent de l'indice de développement humain. Et je tiens d'un propos d'un représentant de l'Agence française de développement, j'ai oublié le nom, mais ça me reviendra, qui dit qu'il faut arrêter le fétichisme de la croissance. Ça ne sert à rien de dire qu'on a fait 7%, 8%, 9% et même 10%. Ce qu'il faut voir en général, c'est l'indice de développement humain, calculé à partir du niveau de vie, du vrai niveau de vie des populations, leur accès à l'éducation, leur accès à la santé, leur confort et leur plaisir de vivre dans leur pays. Voilà ce que représente l'indice de développement humain et qui est beaucoup plus juste, en adéquation avec ce que nous recherchons, que le taux de croissance qu'on est en train de chanter. Donc, de ce point de vue, nous sommes tout à fait en phase avec ce que vous avez dit. Les étudiants. Les étudiants. Elle me dit, ma fille là, qu'elle m'excuse, j'ai oublié son nom. Quel est le programme dans Oser l'avenir pour changer Oui. Oui. Pourquoi devrait-on continuer à gouverner avec le même système?
Pourquoi pensez-vous ça? Qu'est-ce qui vous le fait penser? On est en train depuis tout à l'heure de critiquer ce système-là. On est en train depuis tout à l'heure de proposer quelque chose de nouveau en lieu et place de ce système. Mais je vais être précis par rapport à sa question. On sait que le président Macky Sall exécute le PSE. Mounir Ndiaye a fait la genèse. Est-ce que vous allez mettre de côté le PSE, d'autant plus qu'il engage le gouvernement du Sénégal sur un horizon de 2035. Oui. Jusqu'en 2035. Oui, mais ça, c'est sa vision. Oui. Pourquoi voulez-vous que ça soit la mienne? Si on doit proposer autre chose aux Sénégalais, mais c'est autre chose qu'il faut, en lieu et place du PSE. Maintenant, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Dans ce qui a réussi dans le PSE, c'est évident qu'on consolidera. Mais dans ce qui n'a pas marché, on fera autrement et on proposera autre chose. Et on a même autre chose déjà que nous proposons aux Sénégalais. Donc, et je donne un exemple. Dans le PSE, il est dit que nous devrions atteindre l'autosuffisance alimentaire. Comme c'était déjà prévu pour 2017. On est bientôt mi-2018. Est-ce qu'on y est? Qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'on n'atteigne pas l'autosuffisance alimentaire? Mais nous le savons. Comment voulez-vous atteindre l'autosuffisance alimentaire si le paysan n'a pas encore la mécanisation souhaitée pour lui permettre d'accroître son rendement? S'il n'a pas l'aménagement de ses périmètres pour lui permettre d'accroître son rendement? Eh bien, nous travaillerons sur cela. Parce que l'autosuffisance alimentaire, ce n'est pas un objectif du PSE. C'est un objectif que tout Sénégalais doit nourrir s'il ambitionne de diriger son pays. L'autre étudiant, on va finir. Alors, l'autre étudiant dit, je ne suis pas connu à Guédiawaye où il habite. Peut-être vous ne me connaissez pas à Guédiawaye, mais moi, je connais très bien Guédiawaye et Guédiawaye me connaît. Maintenant, vous avez le droit de ne pas me connaître. Ce n'est pas grave, vous me connaîtrez. Il vous a rencontré aujourd'hui. Voilà, vous me connaîtrez. Je suis sûr même qu'il me connaît. C'est une façon de parler. Je connais les étudiants. J'étais à leur place il y a quelques 20 ans. Donc, on fera les efforts qu'il faut. Mais vous savez, en politique, il n'y a pas de génération spontanée. Je ne me suis pas levée un matin pour dire voilà, je suis Aïssata Tall, voilà ce que je veux et voilà comment je le ferai. Ça fait plus de 20 ans que je suis en politique. J'en connais, oui. Quand on regarde par rapport à Khalifa Sall, avant qu'il ait été en prison, on voit qu'il a parcouru le Sénégal alors qu'il était un leader local à Dakar. Idriss Seck, il est en train de le faire alors qu'il était un leader à Thiès. Malick Gakou, il est en train de le faire. Et qui vous dit que je ne le ferai pas? Et qui vous dit que je ne l'ai pas fait? Aux élections, j'ai posé une question. Excusez-moi, maintenant j'ai compris. Aux élections législatives dernières, 2017, très bien. Nous avons combien de départements au Sénégal? Vous connaissez le nombre de départements que nous avons? Pas exactement le chiffre. Plus de 45. J'ai fait les 45 départements du Sénégal. Quel est le leader qui l'a fait? Est-ce que vous le savez ça? Ou bien pour vous, tout ce qui n'est pas médiatisé n'existe pas? Moi, j'ai fait les 45 départements. Et je les referai. Et partout, j'ai laissé ma marque et mon empreinte. Et pour répondre définitivement à votre question, vous dites oui, je suis connu à Podor, je suis maire de Podor. Est-ce que ça doit me faire prétendre à une responsabilité nationale? Macky Sall était maire d'où quand il était président? Que représente Fatick sur l'électorat national? Vous le savez? Quelques petits pourcents. Quand Wade était élu président en 2012, il n'était même pas maire. Il était maire d'où? Est-ce que ça l'a empêché? Vous savez, l'élection présidentielle, c'est d'autres ressorts, une autre dimension, qui n'a rien à voir avec une élection locale et même une élection nationale de type législatif. Donc, il suffit d'être persévérant et on a la foi et le courage de cela. Une question pour terminer, c'est deux petites questions, c'est oui ou non. Vous êtes favorable au parrainage ou pas? Mais Mamoudou, j'avais même pensé que ça allait être l'axe central de nos débats. Et vous me dites une petite question, c'est la grande question de l'heure. Il est évident que le parrainage, mais nous allons le combattre. D'ailleurs, je considère que ça fait partie des choses sur lesquelles le président Macky Sall a encore failli pour donner un sens au dialogue. Mais nous aurions fait le dialogue pourquoi? Pourquoi aurions-nous fait le dialogue? On a fait le dialogue, c'était pour améliorer notre système électoral. C'était pour voir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Mais ce n'est pas pour rajouter une louche supplémentaire à ce qui ne marche pas. Et quand j'entends les partisans du parrainage, qu'est-ce qu'ils nous disent, ces gens-là? Quand on n'est pas capable de remplir le stade Senghor, ce n'est pas la peine de prétendre au suffrage des Sénégalais. Il y a tellement de gens qui n'ont jamais pu remplir le stade Iba Mar Diop qui ont été élus, et pourtant élus parce que le peuple l'a voulu à ce moment-là. Il y a tellement de gens qui ont rempli 4 fois le stade Senghor et qui ont été battus que ça ne peut pas être un critère. Deuxième chose, ils nous disent que le parrainage existe. Oui, pour les candidatures indépendantes.
C'est l'article 23 de la Constitution. Mais pourquoi subitement se lever et dire que ceux-là investis par un parti politique doivent obtenir un parrainage de 1% du fichier électoral, c'est-à-dire 70 000 signatures. 70 000 signatures, je ne parle même pas de l'énormité de la tâche. On doit avoir le courage d'y aller. Excusez-moi Mamadou, mais c'est une question importante. On doit avoir le courage d'y aller. 70 000 signatures. Qui va vérifier l'authenticité des signatures? Le Conseil constitutionnel? Quand est-ce qu'il le fera? Comment est-il outillé pour le faire? Pourquoi ça ne serait pas les préfets? Ça, à supposer qu'on accepte. Mais l'autre chose, c'est quand on nous dit oui, il y a une injustice entre les candidats indépendants et ceux investis par les partis politiques. Mais attendez, que dit l'article 3 de notre Constitution? Les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Le parti politique, par essence, c'est celui qui va aller collecter le suffrage. Il n'a été créé que pour ça. Pourquoi veulent-ils leur imposer un travail supplémentaire après avoir été investis à aller encore chercher 70 000? Et puis pourquoi 70 000? Pourquoi pas 50 000? Pourquoi pas 40 000? Pourquoi pas? Et si dans les 70 000, il y a un bon nombre qui s'abstient, qui ne va pas voter, pourquoi va-t-on plomber des candidatures sur des gens inscrits et qui ne sont pas intéressés pour aller voter? Pourquoi? Quel est le fétiche qui fait qu'on s'accroche à 1% du fichier électoral? Vraiment. Là où j'attendais le président Macky Sall, c'est qu'il soit un bon arbitre entre toutes les parties prenantes de ce dialogue, mais pas se ranger du côté de sa majorité, qui nous a dit d'ailleurs en plein débat que ce parrainage, il est indiscutable, il est non négociable. Et voilà qu'on y arrive. Mais les recours sont prévus sur le plan de la loi et on les engagera si seulement l'Assemblée nationale vote la loi sur le parrainage. Vous croyez vraiment qu'un 23 juin bis peut arriver avec le vote de ce projet de loi? Je ne sais pas quel est l'état d'esprit des Sénégalais. J'entends encore des constitutionnalistes nous dire oui, ces politiciens sont en train de tout confondre entre les conditions de la candidature et les conditions de l'élection. Mais ils ont tout faux. Le parrainage fait partie des conditions de l'élection. Or, les conditions de l'élection du président de la République ne peuvent être changées que par une révision constitutionnelle et pas par un vote de la loi. Et ça, on le dira, on le fera, on se battra et on combattra le parrainage parce qu'il est inacceptable. Aïssata Tall Sall, présidente d'Oser l'Avenir, avocate, maire et députée, maire de Podor, était aux affaires de la cité. Merci à vous d'avoir pris part à cette émission. Merci à vous de l'avoir regardée. Bonsoir et à très bientôt. Et merci à mes responsables de Oser l'Avenir quand même, qui sont venus avec votre public cet après-midi. Très bien.